Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier webinaire du mois de mai 2020, webinaire qui sera centré sur l'impact des croyances limitantes dans notre vie quotidienne et ce webinaire faisant suite à la mise en ligne de la conférence sur le même sujet de la semaine dernière. Donc pour débuter, un petit rappel de l'équipe. Frédéric Brionès est toujours aux manettes techniques. Igor Herès gérera les questions et il me les donnera au fur et à mesure de ce que vous lui indiquerez. Cécile assure la communication, à la fois la communication par mail sur LinkedIn et sur Facebook, mais aussi la mise en ligne des vidéos sur YouTube et de l'envoi des mails pour que vous puissiez effectivement vous connecter au replay. En ce qui me concerne, je reste à l'ingénierie pédagogique. Alors, au programme ce soir, je vous propose, une fois n'est pas coutume, de faire une séance de coaching en direct avec celui ou celle qui le souhaite et voir comment effectivement on peut amener la problématique sur le domaine des croyances s'il y a lieu. À l'issue de cette séance de coaching de 25 à 30 minutes, je vous proposerai le débriefing de ce que j'ai fait, donc au moins de ce que j'ai fait en conscience. Après quoi, nous passerons aux 3/4 d'heure habituels de questions-réponses, à la fois sur le coaching, mais aussi sur les sujets relatifs aux croyances. Nous finirons d'ici 1h30 avec les annonces et puis la conclusion du programme. Je vous propose maintenant de rentrer dans la séance de coaching et je vais demander à l'un ou à l'autre de se proposer. Si jamais il n'y a pas de personnes qui souhaitent effectivement être accompagnées, dans ces cas-là, nous passerons directement à la séquence de questions-réponses autour des sujets clés suite à un petit apport théorique. Écoute Jeff, ce que je te propose, c'est que, eh bien, on travaille à partir de maintenant. Est-ce que tu as besoin d'une protection particulière pour faire ce travail-là? C'est-à-dire quelque chose que je n'aurais pas déjà cité? Non, non, ça me va, ça me va. Ça te va? Bon. On va partir à peu près pour une trentaine de minutes. Hein, il est 7h10, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre mon minuteur de telle sorte que je puisse ne pas trop me consacrer à mon téléphone et que ça tourne tout seul. Voilà, j'ai mis 25 minutes et puis comme ça, il y aura 5 minutes quand ça sonnera pour qu'on essaye de clore la situation. Voilà. Écoute, je suis complètement disponible. Je t'écoute. Ok. Donc disons qu'il y a plein de projets qui me font envie. Oui, Organiser des conférences en ligne, organiser des cours en ligne un petit peu comme des cours de danse, mais plus sur des thématiques de recherche d'emploi, d'orientation professionnelle, de prise de parole, de technique de vente. oui, Et d'autres projets. Et je sens que je suis dans un entre-deux où il y a des moments où je suis très motivé et où je fais plein d'actions pour concrétiser ces projets. Et d'autres moments où je vais être dans le doute et où je vais me dire, mais est-ce qu'il y aura des gens est-ce que ça va marcher entre guillemets. Et avant même d'avoir essayé, j'ai des doutes qui reviennent. Voilà. oui. Voilà, ça fait, je dirais, plusieurs années que je suis dans cette dynamique-là. Avec le temps, ça s'arrange de mieux en mieux. Mais idéalement, j'aimerais bien, quand j'ai une idée, dire ça va marcher et y aller en mode toute vanne ouverte, quelque part. D'accord, d'accord. Avec quoi tu aimerais quitter cette séance d'une demi-heure? Je dirais avec plus de la compréhension de ce qui se joue. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est un flou de. Je sens que je suis dans un entre-deux, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Et à minima, ce serait ouais, de repartir en comprenant, j'en sais rien, moi, oui, il y a telle croyance qui te bloque, ah oui, ok. D'accord. Ce que je te propose, c'est de creuser un peu plus, si tu veux,
cet objectif et ce avec quoi tu veux partir. Parce que tu vois, tu poses tout de suite un diagnostic Mhm. et le diagnostic risque de t'enfermer. À savoir, tu dis, j'aimerais bien savoir quelle est la croyance qui me bloque. Hein. En approche narrative, il y a quelque chose qui est très important qui s'appelle toujours honorer les résistances. Tu Mhm. vois, plutôt que d'essayer de faire sauter une résistance, on va d'abord commencer par se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette résistance? Et là, tu vois, tu lui mets tout de suite une étiquette de croyance, voire de croyance limitante. Et Mhm. le problème, c'est que tu définis une réalité qui, de ce fait, risque de créer tout un réel, si tu veux, qui ne correspond pas à quelque chose d'objectif, mais qui est complètement qualifié par les mots que tu utilises. Tu Ok, vois? D'accord? j'entends. Donc, c'est OK que je continue à te poser des questions? OK. Donc, tu voudrais sortir avec une compréhension de ce qui se joue. Est-ce que tu veux sortir avec quelque chose d'autre de cette séance? Euh, ouais, idéalement, j'aimerais avoir plus, alors c'est très flou, mais j'aimerais avoir plus de confort quant à la concrétisation des envies et des idées que j'ai dans le point de vue professionnel. Alors, quand tu dis du confort, c'est au niveau émotionnel, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Parce que on peut être en confort avec la concrétisation, et puis on peut se dire, bah, je me sens en confort parce que je me sens en confiance, mais je me sens aussi en confort parce que j'ai, j'allais dire, un vade-mecum, c'est-à-dire j'ai un plan d'intervention que je peux mettre en œuvre. Et donc, c'est juste un confort, j'allais dire, d'émotion, ou est-ce que tu veux aussi, est-ce que tu as une attente de structuration des étapes? Non, pas forcément, parce que tout ce qui est organisation, ça je sais très très bien faire. D'accord, Enfin, j'ai pas, du moins, je ressens pas de besoin en particulier là-dessus. Mais c'est d'accord, vraiment, ouais, plus sur le côté émotion où quand je le fais pour les autres, je le fais très très bien et ça me prend 5 minutes pour structurer une conférence, des outils de communication, etc. d'accord, Et c'est pour moi, par moment, ça peut être laborieux encore. d'accord, d'accord. Donc, j'entends que ta demande, elle porte sur 2 dimensions, des 3 dimensions possibles du fonctionnement du cerveau, hein. La dimension cognition, je veux comprendre ce qui se joue. La Mhm. dimension émotion, j'ai envie d'être dans le confort quant à la concrétisation, mais en matière d'action, je n'ai pas de besoin spécifique. C'est ça? Oui, enfin, là, a priori, à l'instant T, Pas je à n'ai ce pas stade. besoin de protocole de. D'accord, très bien, très bien. Donc c'est clair sur ce que tu demandes. Est-ce que tu as une idée, de la façon dont tu souhaites travailler? Donc est-ce que tu as une idée sur le processus qu'on peut adopter tous les 2, ou est-ce que tu préfères, que je fasse moi-même, ou? Moi, j'aime bien en général quand on pose des questions qui me font réfléchir. D'accord, poser Après, des questions. voilà, je sais pas du tout comment tu coaches parce que je t'ai jamais vu coacher, Jérôme. Donc, j'ai une question pour moi, quoi. Tu m'as jamais vu, mais tu participes quand même à la formation que j'ai créée. Donc globalement, tu dois un peu savoir ce que je fais, tu dois bien reconnaître ce que je suis en train de faire. Eh ben, écoute, c'est comment dire, c'est différent de le vivre. Donc, Oui, voilà, ça reste surprenant, mais dans le bon sens du terme, en tout cas. d'accord, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a un très fort enjeu pour toi, à mettre en œuvre, ce cet objectif heu, de créer des conférences en ligne, de faire du e-learning, et cetera? Est-ce que c'est un très fort enjeu? Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose qui relève de ton avenir professionnel, de ton avenir financier, de alors, du point de vue cognitif, j'ai 2 ans de trésorerie d'avance, d'accord? donc j'ai pas d'enjeu par rapport à ça. D'accord. OK, il y a pas beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Non. Bon, Par contre, quand tu parlais d'émotion tout à l'heure, là où il y a de l'enjeu. Parce que j'ai envie de faire énormément de choses et en même temps, j'ai l'impression que je me limite, mais enfin, entre ce que je fais réellement et ce que j'ai l'envie de faire, je sens que je me limite énormément. OK. Est-ce que c'est OK qu'on commence par travailler sur, tout ce que tu veux faire, et qu'on fasse un peu, un listing, et que tu me dises comment tu te sens par rapport à chaque action? Yes. Parce que juste, je vais te donner un éclairage, c'est que, hem, le cerveau est
particulièrement rapide en matière de cognition. Et du coup, on peut avoir la sensation d'être un peu à l'étroit, tu vois, tout simplement parce que justement, il y a trop de choses. Et donc, le cerveau fait un amalgame, et donc il fait une bouillabaisse ou un gloubi-boulga innommable qui génère un stress. Et du coup, l'idée, c'est de séparer un peu les choses. C'est OK qu'on fasse ça? Complètement. Alors, dis-moi, parle-moi un peu plus. Il y a les conférences en ligne, il y Donc, a l'e-learning. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? alors, conférences en ligne, des cours du soir en ligne, D'accord. des formations en ligne. Ça, j'en ai déjà commencé quelques-unes. Ouais. Et après, il y a tout ce qui est accompagnement individuel de type coaching et conseil. Coaching professionnel et conseil. OK. Je crois de mémoire que c'est les 4 principaux, heu, D'accord. en sachant qu'après pour chacun des 4, j'ai 4 thématiques, OK. Quelles sont tes thématiques? alors c'est tout ce qui est reconversion professionnelle, OK. Reconversion, ouais. recherche d'emploi, Recherche d'emploi, d'accord. prise de parole en public, OK. donc tout ce qui est coaching de conférencier et tout ce qui est technique de vente. Et technique de vente, d'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as déjà réalisé? Hem, oui, alors tac tac, cours du soir, c'est nouveau. En termes de conférences en ligne, je dirais que j'ai déjà fait une conférence à la journée de l'audace, il y a 2 ans. D'accord. Voilà, qui était une journée avec, que des conférenciers, avec une scène. Tac, 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 mais ça, c'était moi en tant que conférencier. Après sinon, j'ai coaché, je crois, 5 ou 6 conférenciers pour leur intervention sur scène. D'accord. C'est pas une activité que je développe, parce que c'est pas celle qui me fait le plus triper mais quand, j'ai une occasion, je la saisis. Parce que voilà, ça me OK. plaît bien, mais c'est pas ce que je vais rechercher. OK. Donc conférences, cours, tout ce qui est accompagnement individuel et coaching. Donc j'en ai réalisé à peu près, 70 de manière individuelle. Oui. Heu, Principalement les thématiques de recherche d'emploi. Oui. Tac, 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 tac et la majorité, ça va être plutôt du conseil. Vu que je me forme au coaching, maintenant je bascule du coaching sur le con du pardon, du conseil sur le coaching, un peu plus, parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus ouvrant. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est OK que je te donne mon feedback là déjà à ce stade? Yes. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, tu as déjà réalisé beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Alors, qu'est-ce qui fait que tu viens là maintenant et tu me dis: «Il y a un problème»? Autrement dit, qu'est-ce que tu vis par rapport à qu'est-ce que tu voudrais avoir? J'arrive pas à bien voir quel est le problème là. Mmh. En d'autres termes, si tu avais une baguette magique, ce serait comment? Si j'avais une baguette magique, je ne douterais pas. OK, OK, donc le problème, c'est le doute, Oui, c'est ça? mmh. OK, C'est-à-dire même si dans les faits, oui, j'ai, des résultats, je dirais, superbes, quelque part je passe très vite dessus, et j'ai envie de créer, oui, mais le doute est toujours présent, quoi. OK, OK. Juste, pour information, on débriefera ça après, mais ton profil, Processcom, tu es, un tantinet de travailloman de phase là, ou quelque chose comme ça? Base travailloman, phase OK, empathique, phase empathique, d'accord, en d'accord. secondaire, je crois que c'est rebelle de mémoire. OK, OK, c'est bon. Voilà. Parce que tu vois juste, là, puisque tu connais le modèle, hein, je vais tout de suite te donner un petit élément de diagnostic. C'est qu'une des difficultés de quelqu'un dont le profil a une base, travailloman, c'est qu'une de ses difficultés, c'est de, profiter de ce qu'il a réalisé, tu vois? Hein. Je te rappelle juste que son pattern d'échec, c'est presque 2, hein. Heu, Autrement dit, bon, bah, il se fixe des objectifs, il les atteint et puis après il dit, «So what? Et alors? Et alors?» Tu vois? mmh, Donc déjà, là, on a quelque chose qui est un peu plus précis, tu vois? Tu parles du doute et le doute, il peut y avoir 2 types de doute, hein.
le doute typique du travailloman en disant mais est-ce que je suis assez compétent pour bien faire l'affaire Mhm. par rapport à sa question existentielle. Et puis le deuxième point, c'est le doute de est-ce qu'on va m'aimer, hein, et ça c'est plus l'empathique. Ouais, là, je dirais, comme ça, ce qui fait le plus écho en moi, c'est est-ce que je suis compétent? Voilà, ok, ok, ça c'est super important. D'accord, Heu, d'accord. parce que ouais, je peux enchaîner du Ah, coup? vas-y, 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 bien sûr, bien sûr. Là, on a quelque chose. Tu vois. Parce que tu vois, l à la même période l'an dernier, Mhm. j'avais aucun souci pour appliquer, par exemple, en technique de vente, les techniques que moi les techniques que j'enseigne à d'autres personnes Oui, et je ne doutais pas, du fait d'avoir des résultats. C'est-à-dire, d'accord. j'avais mon objectif de trouver, 4 clients par mois et je Mhm. l'atteignais et comment dire? Alors, il y avait bien sûr du stress parce que, beh, il y a des périodes où j'en rentrais 10 d'un coup et d'autres, des semaines où je ne faisais pas de vente, mais en moyenne, j'étais bon Oui, et là, tout se passait bien jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais m plus je faisais du coaching, moins je me sentais aligné avec cette casquette méthode que j'avais à l'époque. oui, d'accord, d'accord. Et voilà et depuis ça me titille un peu, quoi. Ça me titille, cette compétence de dire, heu, tu vois, depuis j'ai du doute quand même qui revient, sur, quand je fais quelque chose, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher vraiment? Est-ce que c'est ça la question? Je pense pas. D'accord. Alors, est-ce que je continue à te poser des questions ou est-ce que tu souhaites que je te donne un petit éclairage? C'est comme tu veux, hein. On peut continuer. Si je te donne un éclairage, ça peut aller un peu plus vite. Si je te pose des questions, ça te permet, toi, de, de découvrir par toi-même. Donc, c'est vraiment comme tu veux. Allez, je veux bien encore une ou 2 questions éventuellement. OK. Alors, tu vois, le doute, là, il n'y a pas de doute quand tu te positionnes, j'allais dire, en maître, en formateur, n'est-ce pas? C'est ça? À ce moment-là, alors, je n'ai aucun doute quand je me positionne en formateur, Oui, si, je crois profondément oui. au bien-fondé de ce que j'enseigne. D'accord, super. Donc le bien fondé, c'est je sais que ça marche, j'apprécie mes clients, je sais qu'en faisant ça, ils vont réussir à grandir, et cetera. C'est ça, le bien fondé? Pas forcément. OK. Moi, je sais que pendant des années, je le fais encore maintenant, je cite toujours mes sources, Oui, parce qu'avant, il y avait quand j'ai commencé mon activité, vu que j'ai un peu créé mon activité, hem, je prenais des auteurs dans des livres mmh, et je me basais sur leur méthodologie qui était rodée et oui, moi, je faisais un petit peu une sélection et je créais une macro-méthode d'accord. et ça, j'étais super à l'aise parce que, heu, bah, avant de faire ça, je me disais: «Mais comment» enfin, je vais reformuler parce que je suis pas très clair, mais heu, le fait que ces personnes-là soient considérées comme des experts, parce qu'ils ont écrit un livre, parce qu'ils sont reconnus sur Oui, les réseaux sociaux, moi, je leur accorde du crédit, donc je ne remets pas en question leur expertise. ouais, Et du coup, moi, je suis très ancré sur mes positions quand je partage ces techniques-là à des gens, par exemple, ou quand je les oui. applique à moi-même. Si tu veux, je ne doute pas de la technique. Autrement dit, ta spécificité ici, c'est de mailler différents éléments. Tu tricotes quelque chose et comme chaque partie de la pelote de laine ou chaque pelote de laine pour faire du jacquard est solide, tu te sens solide dans le fait de rhabiller les gens en jacquard. C'est ça? Complètement. Si je te prends un exemple, tu vois, je me suis formé au neuromarketing Ouais, et j'applique le neuromarketing dans la recherche d'emploi. super, super. Et je suis super à l'aise là-dedans parce qu'en France, je crois qu'il y a que moi qui fais ça. D'accord. Alors du coup, quelle est la différence entre cette situation finalement qui est une expérience de référence positive Mmh. avec la situation d'aujourd'hui? Quels sont les éléments caractéristiques de la situation d'aujourd'hui qui ferait que tu as perdu cette sécurité intérieure? Mmh. Quelle est la différence? Si je prends l'exemple des conférences, par exemple, Ouais, je vais en organiser une sur les techniques de vente en neuromarketing, d'ici ouais, un mois. Heu,
là, je me dis, j'ai pas de feedback en fait. Ah, ok, ok. Donc, tu vois, le doute se positionne sur la compétence, d'une part, Oui, et d'autre part, il n'y a pas de feedback. Autrement dit, tu ne disposes pas d'une équipe qui peut te donner un retour avant de te lancer, c'est ça? pas forcément une équipe, mais quand je t'entends parler, ça me fait penser que là, depuis quelque temps, je me suis un peu lâché la grappe sur LinkedIn et je poste les différentes étapes de mes avancées dans l'une de mes formations en ligne que je fais. Qu'est-ce que c'est se lâcher la grappe? Parce que là, je suis pas sûr de comprendre. Ok. Pour moi, se lâcher la grappe, ça veut dire je fais des posts. À chaque fois que je finis un module Ok, de formation, je ok, m'autorise un post pour dire voilà, j'ai fini un post, je suis trop content. Dedans, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça me fait trop plaisir de partager ça sur les réseaux. très bien. Ça, je ne m'autorisais pas du tout à le faire avant. Il y a un an, je disais non, il faut attendre que la formation soit finie pour pouvoir communiquer. Ok, Et là, je vois, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai vu un post que j'ai envoyé il y a quelques jours, il y a plus de 2000 vues et 40 likes. Alors ça paraît pas grand-chose, mais moi je me dis, ah ben oui, il y a ça fait écho. J'ai proposé aussi euh, sur ce post-là, s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour être bêta-testeurs. oui, Et alors, j'ai pas eu de retour sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a tagué une autre personne. Et quand j'ai envoyé un mail dans ma newsletter, j'ai eu 2 personnes qui m'ont répondu en disant: «Écoutez, moi, ça m'intéresse». ok. Et Et ben, du coup, là, je me sens puissant et je me focalise pas sur le résultat. d'accord. Donc, un élément qui va être constitutif, si tu veux, de la réussite et de la diminution de ton doute, c'est d'obtenir du feedback. Oui, parce que sinon, si j'ai aucun feedback, j'ai l'impression que ce que je fais, ça ne sert à rien. D'accord, Je vois pas d'accord. l'intérêt de le faire. Ok, ok. Alors, est-ce que si tu obtiens du feedback, là, tu te sens en confiance, et est-ce que ce serait intéressant pour toi de développer de la confiance même si tu n'as pas de feedback? Complètement. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dépendant, heu, Oui. tu vois? Donc, tu vois ce qui est en train de se passer, c'est si j'ai du feedback, Mmh. alors ça prouve que je suis compétent. Serait-ce la constitution d'une croyance? Au La moins, c'est une syntaxe qui est dans ton cerveau d'association. Je ne sais pas si c'est une croyance. Je ne vais pas être aussi caractéristique que ça. Si tu veux, j'essaye d'éviter l'autodiagnostic qui définit des problèmes là où il n'y en a pas. Je comprends. J'essaye de comprendre ton fonctionnement interne pour voir les associations que tu fais et éventuellement les remettre en cause. Mmh. Donc, on voit que ton désir, c'est de comprendre ce qui se passe. On devient de plus en plus précis. On s'aperçoit qu'il y a un doute et que le doute est résorbé s'il y a du feedback. Mais imagine qu'il y ait du feedback négatif. Qu'est-ce qui se passerait? Là, j'ai le mot «rien» qui me vient en tête. Ok. Ça veut dire en fait que le feedback positif va faire fondre le doute. Le feedback négatif ne va pas avoir d'incidence. Ouais, parce que j'adore le feedback négatif, en fait. Parce que, Parce que quand quelqu'un, va me dire: «Oui, mais Jeff, là, il y a un trou dans la raquette», ben, moi, ça va me permettre de réfléchir et de trouver une solution et du coup de très monter bien, en confiance. très bien, d'accord. Donc ça, c'est super. Donc le point clé, la ressource, c'est obtenir du feedback, n'est-ce pas? Complètement et en même temps, quand je te dis ça, tu vois, là, j'ai eu vraiment un élan du cœur pour Oui, envoyer un mail dans une école de communication dans lequel je suis, professeur, en disant: «Bah, j'ai très envie de donner des cours de neuromarketing, enfin de marketing». ouais. Ben, on m'a dit: «Bah, écoute, ça tombe bien, il y a des créneaux qui se libèrent, tu commences demain». Et Et grosso modo, ben, moi j'étais super content, mais là j'avais pas de feedback. Ah si, j'avais peut-être du feedback parce qu'ils me faisaient des retours positifs sur, voilà, je sais pas s'il y a que du feedback ou si dans ce cas-là, ouais peut-être. Peut-être parce que, je savais qu'ils étaient cool quoi. qui était cool? Les gens qui veulent t'embaucher pour faire ça? L'équipe pédagogique, je sais que j'ai envie de travailler avec eux. D'accord. Du coup ça me rassure énormément et ça me donne des grosses permissions pour dire: «Bah écoutez, moi j'ai envie de bosser avec vous et j'ai envie de faire ça pour vous». Mmh, mmh. Voilà, de choisir un peu les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et est-ce que on peut filer un petit peu cette piste-là?
C'est Ouais. OK qu'on voilà. Est-ce que, du coup, tu pourrais considérer que cette école est ce que tu cherches à développer, c'est un partenariat, c'est ça? Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit que je devais tout réussir tout seul, Oui, et là, je ressens depuis quelques semaines vraiment l'envie de travailler, ouais, un peu en partenariat, mais uniquement avec des personnes que j'aime. Enfin, que oui, oui, je comprends. Je comprends pour l'empathique que tu es de vouloir travailler avec des gens que tu aimes, ça c'est normal. ouais, mais c'est tout récent, c'est Ouais, tout récent. Et comme je te raconte juste une petite anecdote, oui, et après je te donne la parole. Mais j'ai eu un élan du cœur pour contacter une blogueuse qui fait oui, des formations pour la rédaction web. Mais voilà, c'était en mode, il n'y avait aucune attente derrière, et j'ai passé un super moment. On a passé 2 heures et demie au téléphone. Et au final, dans la foulée, elle m'a fait participer, à un de ses webinaires, elle m'a fait participer elle m'a même interviewé, et elle m'a dit, écoute, donne-moi tes coordonnées parce que les élèves de ma formation ont besoin de tes services. mmh. Et c'est du résultat que j'ai pas du tout attendu et qui est vraiment parti de juste, mais j'adore cette fille et j'ai juste envie de lui D'accord, donner quelque chose, quoi. d'accord. Bon, alors le temps passe et je vais essayer de remettre dans le sillon principal, si tu veux. Là, ce qui est évident, c'est que tu arrives avec une problématique ou un problème de doute et tu constates que le doute a tendance à fondre à partir du moment où tu as du feedback, Ouais, d'accord? Qu'il soit positif ou négatif. Positif, tu as une forte tendance à le prendre à la fois de façon conditionnelle et inconditionnelle, c'est-à-dire ce que je fais est bien et la personne que je suis est généreuse, elle est bonne, elle est gentille ou elle est chouette, hein. Donc, tu vois, le feedback positif est à la fois conditionnel et inconditionnel. Et le feedback négatif te challenge sur un axe de progrès. D'accord? ouais. Donc, finalement, le point clé pour avancer par rapport à cet entre-deux, c'est est-ce que dans ce que je vais faire, je peux m'arranger pour créer un dispositif qui me donne du feedback. Ça va être une ressource clé et un axe clé pour sortir du doute. Ouais, du coup, là, ce qui me vient, en tête, c'est qu'il faut que je communique encore plus sur ce que je fais. Alors, pas forcément plus, pas forcément plus, hein, parce que tu peux continuer à communiquer, mais tu peux aussi, par rapport à ta communication, dire je serais très touché si vous voulez bien me faire un feedback. Mmh. Parce que en fait, tu vois, si tu communiques plus, tu fais un peu plus de la même chose qui est non résolutoire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, c'est pas plus, c'est un tout petit peu différemment pour que ça réponde à ton besoin, ou au moins celui que tu as qualifié. Ouais, ça c'est bien. Le deuxième point qui me semble très important à souligner à ce stade, c'est que dans ton mode de fonctionnement, tu as besoin de trois choses, ce qui est assez classique dans les partenariats. Le premier, c'est d'avoir un intuitu personné à haute valeur ajoutée. Alors, c'est-à-dire, Jérôme, je ne connais pas Alors, trop. tu as besoin d'aimer les gens avec qui tu bosses. Ouais, C'est la notion d'intuitu personné. Je m'entends bien a priori et j'ai envie de travailler avec vous. ouais. Tu vois. Et ça, c'est la première condition pour établir un partenariat. La deuxième condition pour établir un partenariat, c'est d'avoir une finalité commune. Mmh. Par exemple, une université dit, moi j'ai une finalité, c'est de former mes étudiants. Et toi, tu es justement une ressource pour former en neuromarketing. Mmh. Et donc, vous avez bien la même finalité. Après, le troisième point, qui est souvent le parent pauvre, c'est le business model. Mmh. C'est-à-dire, on y va par quelle étape et on va, d'une certaine manière, qualifier le service de quelle manière. Hein, c'est comment est-ce que je vais donner un service et comment je vais me payer en regard de ça. C'est pas forcément un paiement purement monétaire, hein, c'est quel est l'échange pour que l'échange soit sain. C'est-à-dire, c'est un échange gagnant-gagnant. Et ça traite du business model. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui émerge de notre conversation. C'est qu'en fait, pour t'aider à avancer, si tu peux développer des partenariats autour de ces trois points, intuitu personné, finalité commune et business model, là, tu vas avoir une carte gagnante. Ouais, et puis je crois que je vois comment un peu commencer. Déjà repérer les gens, déjà voir ce qu'ils font et voir comment je peux m'inscrire.
dans ce qu'ils font, avec mes compétences qui sont différentes, et leur proposer, comme tu dis, un business model ou un type de partenariat qui soit gagnant-gagnant et juste. Voilà. Ouais. Maintenant, par rapport, c'est le point suivant que je veux souligner, c'est que tu établis une équivalence entre la compétence et le feedback. Ça dépend, mais là, en l'occurrence, dans ce que je t'ai amené, oui. Oui. Et du coup, ça, c'est ton point faible. Pourquoi Parce que c'est ton point faible? si vous Parce êtes- que tu crées une équivalence alors qu'on peut être compétent sans avoir du feedback et avoir du feedback sans être compétent. ouais. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est que tu puisses renforcer ton sentiment de compétence, pas Mmh. simplement sur la base du feedback. Parce que là, dans ces cas-là, je risquerais de te dire, pars en voiture et tu n'as pas de pneus de secours. Et si jamais tu crèves, eh ben, tu vas être arrêté. Tu vois. Donc là, le travail qu'il y aurait à faire là maintenant, c'est de dire quelle est la ressource que je peux avoir en plus pour résoudre le problème du doute, qui est un problème structurant pour toi, qui n'est Mmh. pas nécessairement structurel, mais qui est structurant. Mmh. Et il y a une piste aussi qui est importante, c'est que tu dis, lorsque j'ai pu construire une offre sur la base de théoriciens qui sont reconnus, alors mon tricotage est est pertinent, ou il est de bonne valeur. Et là, je repars de, tu tricotes quelque chose et tu tricotes un pull jacquard. Tu peux avoir tricoté un très beau pull jacquard, mais que ce pull jacquard n'aille pas à tout le monde ou Mmh. ne plaise pas à tout le monde. Et donc, il faudrait maintenant travailler sur, finalement, j'ai eu beaucoup de sécurité à faire ça, mais c'est vraisemblablement aussi parce que je me suis toujours trouvé en face de gens à qui ça convenait. Et Mmh. donc, le travail qu'il y a à faire aussi, c'est pour cette nouvelle offre, quelle est ma clientèle? Tu l'as un peu identifié, mais il faudrait un peu creuser cet axe-là Mmh. pour que tu sois sûr que le nouveau pull jacquard que tu vas faire sur des choses qui sont éventuellement plus en émergence, eh bien, tu n'aies pas l'inconfort de finalement ce que j'ai fabriqué, c'est pas bien. Non, ça ne convient pas aux gens. Et là, il y a une distinction à faire. C'est pas que c'est pas bien, c'est que ça convient pas aux gens. Donc, il faut réfléchir un peu plus à qui est ta clientèle. Je vois ce que tu veux dire pour ce deuxième point. Et après, moi, j'ai une approche qui est différente de ces classiques pour la recherche de clientèle. Et je pense que ça, honnêtement, j'ai pas envie aujourd'hui de réfléchir vraiment de manière Ok, précise. ce que je dis, c'est que ce sont des axes possibles. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ce sont des axes que je te donne, parce que là, il me reste 5 minutes pour essayer de conclure. Donc, je te donne les différentes possibilités, tu vois. Hein. Nickel. Euh, et au-delà de ça, si tu veux, je voudrais juste conclure avec quelques questions simples. Là, comment tu te sens après ces 25-30 minutes de dialogue? Alors, je prends juste une note de ce que tu as dit parce que ça m'intéresse. On pourra le faire après, t'inquiète pas, j'ai pris des notes, hein, Jeff. D'accord. T'inquiète pas. Comment je me sens, je te dirais, je me sens plus fort et plus ancré. C'est comme si j'avais un point, un lest, mais dans le bon sens du terme, qui me fait bien me sentir comme le karatéka sur le sol. D'accord. Donc tu as plus d'ancrage, c'est ça que tu veux dire? Ah ouais, Tu te sens plus ancré. ouais. D'accord. Ok. Est-ce que la deuxième chose, c'est est-ce que tu as maintenant une vision un peu plus large de ta dynamique transformationnelle? Parce que tu es arrivé avec un problème. Voilà, je suis très motivé, mais par moments je suis dans le doute et le doute me gêne. Ça, c'était le problème et j'aimerais bien à la fois comprendre ce doute et puis arriver à développer un confort quant à la concrétisation. C'était ces deux demandes-là. Est-ce que maintenant, tu as une représentation un peu plus large de ce qui se passe à l'intérieur de toi et de ce qui peut se passer à l'extérieur? Ça, je te dirais complètement. Et puis, heu, bon, la réponse est oui, et puis je vois concrètement comment faire, tu vois? Avec, le fait de demander du feedback, de choisir les gens avec qui Mmh. j'ai envie de travailler, qui sont 2 axes que je peux mettre en place dès maintenant, et après faire un travail peut-être, dans un espace ressources,
un travail thérapeutique pour justement décorréler Alors, le feedback. attends. Tu vois, tu continues à pathologiser le truc, un espace thérapeutique. Si tu veux, le travail des croyances et des choses comme ça, c'est d'abord du bon sens et on commence par ne pas pathologiser. Ok, Hein, tu vois. Et donc, c'est à un moment donné, tu peux avoir des obstacles. Et les obstacles, ils sont naturels. Et donc, il suffit de prendre un peu de recul, de regarder ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur, faire un peu un mapping des ressources, de ce qui manque, et puis après, de prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on va faire. C'est ma troisième question. La première, c'était comment tu te sens. La deuxième, c'est est-ce que tu as une représentation, on va dire, un peu plus systémique de ce qui se passe. Puis la troisième, c'est est-ce que tu sais comment agir dès maintenant ou dès demain. oui, OK. La quatrième question, c'est est-ce que tu as envie de le faire? Ce que tu as envie, émergé comme solution. ouais, Et, et est-ce que tu te sens capable de le faire? aussi, ouais. Et est-ce que tu te pardonneras si jamais tu n'y arrives pas? Oh bah complètement. OK. Donc, à ce stade, on peut considérer, si tu veux, qu'on peut s'arrêter là. C'est OK si on s'arrête là? Yes, Sachant qu'on a travaillé une demi-heure, vitesse grand V, quoi. Hein. ça va être exceptionnel. Voilà. D'accord? C'était juste ça. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais interrompre la séance et je vais, moi, expliciter un certain nombre de choses. Et puis après, on passe aux questions-réponses. C'est OK? OK. Yes. Merci beaucoup de ta confiance, Jeff. Et c'est vraiment très, très chouette qu'on ait pu vivre ça. C'était un peu un challenge quand même. Mais le fait que tout le monde ait caché son visage ne m'a pas trop impressionné. Merci beaucoup. Donc, on peut revenir, j'allais dire, à montrez-moi vos visages. Et puis, je vais juste prendre un peu de temps sur le débriefing. Peut-être, Fred, tu peux poser un petit sondage. Est-ce que cette séance a apporté quelque chose, une prise de conscience chez vous? Oui, non. Euh, et quelle aura la valeur pour vous du débriefing, quoi? C'est je veux du débriefing ou je veux pas du débriefing. Je vais le donner, hein, le débriefing, mais c'est juste ces deux questions-là. Merci beaucoup, Jeff, encore, hein, parce que c'est quand même pas facile de s'exposer, même si c'est en Zoom et qu'on voit pas trop, c'est quand même du sport. Alors, je voudrais juste donner à voir quelques points clés de cette séance de coaching. Je vais faire un peu classique. Hein. Je sais qu'il y a des grands professionnels parmi vous, mais d'autres peut-être qui connaissent moins le métier. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai établi ce qu'on appelle des protections dans le métier, c'est-à-dire des non, il est interdit de. Et j'ai établi ces protections qui visent à définir les limites de ce que nous allons faire. Donc, j'ai mis une protection de temps, j'ai dit non, nous ne dépasserons pas 30 minutes. J'ai mis une protection de confidentialité. Et une fois que j'ai eu mis ces différentes protections, comme par ailleurs je connais un tout petit peu Jeff, parce qu'on s'est rencontrés une ou deux fois à Marseille pendant quelques heures ou quelques dizaines de minutes, donc je ne peux pas dire que je connaisse vraiment Jeff, mais il ne m'est pas inconnu. Donc après j'ai simplement dit bon bah je t'écoute quoi, voilà. Et ça c'est une fois qu'on a mis la protection, c'est le démarrage. Et donc bah, il a exposé finalement ce qu'il amenait et pendant cette exposition, très rapidement, je lui ai dit, mais tu veux finir avec quoi? C'est-à-dire au bout des 30 minutes, tu veux quoi? Le grand danger des séances de coaching, c'est de ne pas définir ou de ne pas clarifier une demande. Parce que dans ce qu'il a dit, moi, j'avais déjà 100 000 idées, quoi. Je dois dire que j'ai le cerveau assez arborescent et donc je me suis dit, ah, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Et comme je suis dans un temps compté, ben, c'est beaucoup plus simple si je peux me permettre de lui dire, bah, tu veux quoi à la sortie? Et donc là, ce qu'il m'a demandé, c'est que bah, ce que je veux, c'est comprendre ce qui se joue pour moi. Donc, comprendre ce qui se joue pour moi, c'est très cognitif. Hein. Et puis, je veux un confort quant à la perspective de concrétiser ce que je veux mettre en œuvre. Et donc là, on a deux portes de communication, hein, ce qui est un terme de la PNL, c'est la cognition et l'émotion. Donc moi, pour moi, immédiatement, bah, je lui pose la question, finalement, est-ce que tu veux quelque chose qui relève de l'action?
Parce que ça, c'est la troisième porte de communication en PNL, et c'est quand même bien utile d'avoir le triptyque. Parce qu'à partir du moment où on a le triptyque aligné, eh ben, la personne agit dans le confort, avec le désir, avec une maîtrise de ce qu'elle a à faire. Et quand elle n'a pas la maîtrise, de toute façon, il y a une cohérence interne qui fait qu'on va dépasser les difficultés. Voilà. Deuxième question que je vais poser, c'est une question de processus. Est-ce que tu sais, a priori, comment tu veux travailler? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait des propositions. Et il a pris directement acte de ma proposition, où il l'a dit, il m'a dit, moi, j'aime bien qu'on me pose des questions. Voilà. Et dans son exposé, il a utilisé un terme de je suis dans un entre-deux, je suis à la fois très motivé et j'éprouve des doutes. Et quand il m'a tout expliqué, tout d'un coup, je me suis dit, mais il est où le problème? Et donc, je lui ai proposé cette phrase magique, qui va être là, effectivement, de dire, mais qu'est-ce que ce serait si tu avais une baguette magique? Et là, du coup, il me donne à voir et à qualifier ce dont il s'agit. Et là, le point nodal, c'est le doute. Et donc, j'ai creusé cette perspective-là. Et cette perspective-là de doute, on voit que le doute se situe dans un certain contexte. Et là, le doute, eh ben, j'ai fait une association avec la notion de je ne doute pas si j'obtiens du feedback, ou je ne doute pas si effectivement ce que j'apporte est construit sur des référentiels auxquels je peux faire confiance. Et donc là, on est à la fois dans ce que j'apporte et les références, et ce que l'autre reçoit, donc qui est résolu ou qui est traité par le feedback. Et là, on a effectivement les éléments structurels d'une croyance. Je vous rappelle que la structure formelle d'une croyance, c'est ceci égale cela ou ceci implique cela. Alors, c'est formidable, c'est-à-dire que c'est une structure formelle d'une croyance, mais la croyance peut être mouvante. Si effectivement je dis, eh bien, me réveiller le matin avec la pêche prouve que je suis heureux, c'est-à-dire c'est égal, si je me réveille tous les matins avec la pêche, ben, je me trouve heureux. Et si je ne me sens pas heureux, je sais que il faut que je me retrouve la pêche, donc je peux faire du sport, etc. Ça devient une croyance ouvrante ici. Mais le problème, c'est que ça peut être une croyance limitante. D'accord? Et donc ici, il est clair que là, il y a potentiellement une croyance, mais comme d'entrée de jeu, Jeff a qualifié ce qu'il vivait comme relevant d'un blocage, etc., là, comme je sais que dans les croyances, la façon dont les mots qu'on utilise va définir la réalité qu'on vit, je me suis empressé de décider de lever éventuellement l'ambiguïté de ne t'enferme pas dans cette sémantique-là. Parce que dans ces cas-là, tu actualises en fait ce que tu crains le plus. Et donc, dès lors qu'on utilise d'autres mots pour dire les choses, on crée les conditions pour que quelque chose d'autre se produise. D'accord? Alors là, il n'y a pas, je dirais, de gros problèmes. Pourquoi il n'y a pas de gros problèmes? Parce qu'il y a une multitude d'expériences de référence positives. Et donc, en fait, on s'aperçoit que le doute, il est très circonstancié. Donc, l'enjeu est quand même assez léger, si vous voulez. Alors, il est clair que Jeff ou le client a pu commencer à exprimer un certain nombre de valeurs, de ce qui était important, et on a vu émerger 2-3 choses. Le bien fondé de mon action, de ce que je fais, et là émerge implicitement un certain nombre de ces valeurs, c'est-à-dire la compétence de mes référents. Une autre valeur, c'est se faire confiance dans la capacité de tricoter différents cadres de référence. Ensuite, ce qui a émergé, c'est les éléments qui permettent de bien réussir. C'est l'intuitu personné, c'est les finalités communes. Donc, ce que j'ai pu apporter ici, c'est juste le troisième volet du, du, du partenariat qui est le business model. Et j'ai fini, parce que c'était assez simple, mais en 30 minutes, j'ai pas pu creuser beaucoup plus, mais j'ai fini ma séance sur
3 à 5 questions. Comment tu te sens? Et ce qu'il me dit, c'est je me sens plus ancré. 2, est-ce que tu as une représentation plus vaste que celle que tu avais avant? Sa représentation initiale, c'était simplement de dire j'ai un blocage ou potentiellement j'ai des croyances limitantes. Tout d'un coup, ce qui émerge, c'est juste une association qui peut être éventuellement limitative ou limitante, mais aussi ouvrante. Et le troisième point ou troisième question, c'est est-ce que tu sais quoi faire? C'est est-ce que tu as augmenté ton pouvoir d'agir? Et donc, il dit oui, je ne vais pas plus communiquer, mais je vais éventuellement demander plus de feedback parce que je découvre que c'est ça qui me permet d'ôter mon doute. Et du coup, et les 2-3 dernières questions que j'ai posées, c'est maintenant que tu sais quoi faire, est-ce que tu as envie de le faire? Sa réponse est clairement oui. Ensuite, est-ce que tu te sens capable de le faire? La réponse est clairement oui. Est-ce que du coup, tu vas le faire? La réponse est clairement oui. Et si jamais ça ne marchait pas, est-ce que tu te pardonnerais si effectivement tu n'y arrives pas? Et la réponse est clairement oui. Donc, en termes de diagnostic, si vous voulez, ici, l'ensemble des questions sont posées pour savoir que l'ensemble des états du moi, si on prend le cadre de référence de l'analyse transactionnelle, sont effectivement nourris et il y a une labilité entre elles, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une flexibilité et l'énergie peut passer d'un état du moi à l'autre. Et donc, voilà, ce que j'ai fini par faire, c'est donner quelques pistes. Et dans ces pistes, eh bien, globalement, il y en a une qui l'a pas prise, mais c'est pas un problème. Voilà, ce que je pouvais dire, de la séance. Ok, juste quelques questions à ce stade. Alors, là, il y a des questions qui émergent qui me semblent vraiment importantes. Est-ce que tu peux me les lire là? Parce que là, il y a vraiment des questions. J'ai vu, et qu'est-ce qui se passe s'il ne peut pas se pardonner? J'ai le sentiment que le client n'avait pas vraiment de demande ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai vu qu'un morceau. Oui, alors, donc, question de Sandra, que se passe-t-il s'il ne pouvait pas se pardonner? Alors, juste cette question-là que j'ai posée, c'est juste pour vérifier, si vous voulez, à la fin du coaching, que si jamais il y a un échec de l'action, eh bien, il ne s'en veuille pas. Et donc, s'il s'en veut, ça veut dire que son parent normatif est encore trop rigoureux et qu'il a trop d'enjeux par rapport au truc à faire. Et donc, dans ces cas-là, je vais aller travailler, je vais questionner son parent normatif pour savoir les critères qu'il a et l'exigence qui peut être la sienne. Parce que effectivement, si l'exigence est trop forte, eh bien, il peut y avoir risque de dérapage. Et ce sera non contrôlé dans le fait de ce qu'il n'envisagera pas de ne pas réussir. Et donc ici, c'est très clair que je pose cette question pour savoir ça. Et pour répondre en une phrase, j'irai questionner les critères s'ils répondent non. Et mon axe de travail, ce sera mettons la barre suffisamment haut pour être sûr de passer en dessous. Voilà, c'est-à-dire que je vais donner encore plus de critères pour prescrire le symptôme qui permet à la personne de ne pas avancer. Voilà ce que je ferai. Une autre question, Igor? Du coup, je rebondis sur la question de la fin du coaching. Si l'openness du coaché n'est pas au rendez-vous, que fait-on? Eh bien, on repart jusqu'à ce qu'il soit au rendez-vous. Jusqu'à ce qu'il soit au rendez-vous. Parce que c'est très important. Hein, la séance de coaching, vous avez grosso modo 3 choses à vérifier. L'openness, c'est est-ce que la personne se sent bien? Est-ce qu'elle a une vision plus systémique de ce qui se passe avec une identification des ressources, une identification des problèmes, des personnes, ressources, etc. Et puis le troisième point, c'est est-ce qu'elle peut augmenter son pouvoir d'agir? Et donc parfois ça ne fonctionne pas. Mais si vous ne pouvez pas, dans ces cas-là, il faut mettre un suivi en place et dire c'est important qu'on en parle, etc. Alors il y a eu une autre question à laquelle je vais répondre là que j'ai vu passer. Finalement, il n'y avait pas de croyance limitante. Je dirais qu'il y avait une formulation qui finalement peut s'identifier à une croyance. C'est j'ai du doute si j'ai pas de feedback. Et si j'ai du feedback, alors je suis compétent. Vous voyez? Et donc, on a ici ce qu'on va appeler le territoire d'une croyance, c'est-à-dire il y a des liens logiques qui sont établis, et si ces liens logiques sont éventuellement limitants
voire pathogènes, alors on les traite. Limitant, ça veut dire que ça ne lui permet pas d'atteindre l'objectif qui s'est fixé. Or, comme les deux objectifs qui s'est fixés, ce sont compréhension de ce qui se joue, là on a un éclairage, et deuxièmement, confort pour la concrétisation. Et il dit, je me sens plus ancré. Donc en fait, la croyance ou la syntaxe structurelle de la croyance ne pose pas un vrai problème. Donc en fait, c'est juste un lien que j'ai mis en évidence, mais il ne constitue pas une croyance limitante ni pathogène. Elle est très peu limitante, mais en tout cas, elle peut le devenir. Et il avait suffisamment d'expérience de référence positive pour que finalement, même s'il y avait une croyance limitante, on aurait pu assez facilement la lever. Sur la base de « mais tu as déjà réussi, alors qu'est-ce qui se passe de si différent ?» Donc il y a bien une croyance, mais vous voyez bien qu'à aucun moment, je me suis laissé aller à la nommer en tant que croyance. Si effectivement il y a besoin de dire il y a une croyance, à ce moment-là, on peut. Mais la question que doit se poser l'accompagnant, c'est quel est le sens de dire que c'est une croyance? Non, il vaut beaucoup mieux dire il y a une logique interne qui, à un moment donné, n'est pas forcément très efficace en regard de ton objectif. C'est ça que j'allais dire, s'il y a une chose qu'il faut que vous mémorisiez, il peut y en avoir beaucoup, hein, mais une chose qui est importante, c'est que on a tous des croyances parce que nous n'avons pas accès à tout le réel. Et donc, à ce titre, le fait de construire des équivalences concrètes ou des équivalences complexes, pardon, c'est tout à fait naturel. Simplement, il y a des équivalences complexes, ceci égale que cela, ou des implications, ceci implique cela, qui vont être limitantes, mais elles ne sont pas structurellement limitantes. Elles sont limitantes que dans la mesure où elles empêchent l'atteinte d'un objectif. Ce qui amène un point extrêmement important, on ne traite pas les croyances limitantes en dehors de ce qu'il y a un objectif à atteindre. En coaching, nous ne traitons pas les croyances juste pour le plaisir d'aller regarder les croyances. Alors vous allez dire, oui, mais est-ce qu'il y a des exceptions? La réponse est clairement oui. Lorsqu'une croyance limitante devient pathogène, alors vous n'avez pas besoin d'avoir un objectif pour regarder en quoi la croyance est limitante puisqu'elle est pathogène. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir la traiter. Et donc, vous allez me poser immédiatement la question, ou même si vous ne la posez pas, je vais y répondre, c'est comment j'identifie que la croyance limitante devient pathogène? Eh bien, c'est très simple. Il y a 3 symptômes que vous allez rapidement identifier. Et si vous voyez les symptômes, vous n'avez pas besoin de dire, alors quel est ton objectif? Vous allez traiter la croyance. Le premier symptôme, c'est le désespoir. C'est-à-dire la personne se situe dans une position, elle se vit dans une situation où elle est désespérée. Donc, lorsqu'il y a du désespoir, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Le deuxième symptôme, c'est quand la personne ressent une impuissance. Elle ne sait pas comment s'en sortir et elle finit par croire « je ne peux pas y arriver, j'y arriverai jamais ». Et là, elle se sent impuissante. D'accord? Et donc ça, c'est le deuxième symptôme. Et le troisième symptôme, c'est qu'il y a une très grosse baisse de l'estime de soi. C'est-à-dire que la personne considère qu'elle n'a pas de valeur. Alors, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique pour vous souvenir de ces symptômes, parce que ces symptômes-là, le professionnel de l'accompagnement, il doit les avoir toujours en fond d'écran, dans sa tête. Si vous regardez bien, le désespoir commence par un D, l'impuissance par un I, et la question de l'estime ou de la valeur par un V. Et donc, il s'agit de dire les conséquences ou les symptômes des croyances pathogènes sont diverses et variées. Si vous vous souvenez de cette phrase, diverses et variées, vous avez DIV, donc désespoir, impuissance, problème de valeur. Problème de la valeur qu'on se donne à soi-même, c'est-à-dire de l'estime. D'accord? Et ça nous permet de dire effectivement que si vous sentez une personne qui a du désespoir, alors il faut traiter. Alors la question suivante, c'est on traite quoi? Eh bien, lorsque la personne est désespérée, c'est qu'il y a un problème quant à l'objectif qu'elle se fixe. C'est-à-dire que l'objectif est impossible à réaliser et elle met une clause qui lui permet de vivre. Typiquement, je prends toujours ce même exemple parce que j'aime énormément le tennis et que j'ai mon dernier fils qui fait de la compétition à haute dose de tennis. Et si moi, je me disais, je réussirais ma vie si je gagne Roland-Garros,
vous voyez bien que j'établis un lien syntaxique entre le fait de gagner Roland-Garros et le fait de réussir ma vie. Donc, réussir ma vie égale Roland-Garros, gagner. Qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas bien jouer au tennis, mais que j'ai quand même la prétention? Eh bien, à ce moment-là, compte tenu de mon âge, bon, vous ne me le posez pas, mais je vous le dis, je vais avoir 56 ans, il est clair qu'on n'a jamais vu qui que ce soit gagner Roland-Garros à 56 ans. Autrement dit, mon objectif est complètement démesuré. Autrement dit, si j'établis une croyance sur la base de « il faut que je gagne Roland-Garros », eh bien dans ces cas-là, si c'est quelque chose qui touche mon identité, bingo, il va y avoir du désespoir. Lorsque, effectivement, oui, c'est gentil, oui, je pourrais être le premier à le faire, oui, sûrement. Le problème, c'est que je ne sais pas bien jouer au tennis, donc le problème est réglé. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a de l'impuissance? Là, on ne va pas du tout travailler sur l'objectif, on va travailler sur les moyens. C'est-à-dire peut-être que la personne manque de compétences. Et vous savez que la compétence va être accessible si la personne croit qu'elle peut acquérir la compétence. Donc vraisemblablement, peut y avoir une croyance autour de la compétence qui est à atteindre ou qui est à développer. D'accord? Voilà. Et donc ici, il y a une façon de travailler sur la notion d'impuissance. Le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème d'estime ou de valeur? Eh bien, on fait travailler l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, il y a des grilles. On peut utiliser le cadre de référence de William Schultz. On peut utiliser le cadre de référence de la communication non violente qui donne justement des grilles, hein, pour faire grandir les valeurs. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent l'apport. Je suis en train de le faire, hein. Simplement, il est un peu déstructuré par rapport au cadre. Mais là, je viens de vous donner 3 axes résolutoires de comment on fait pour traiter une croyance pathogène par rapport à comment j'identifie que la croyance limitante devient une croyance pathogène. Là, ça vaut de l'or, hein. C'est très simple à expliquer, mais c'est l'apport que je comptais vous faire, hein. D'accord? Alors, y a-t-il d'autres questions avant que je passe à quelque chose d'un peu plus structuré? Alors, j'ai plusieurs questions sur quid de honorer les résistances. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Comment se parler à soi-même? En quoi elles nous répondent? oui. Alors, honorer les résistances, c'est vraiment, j'allais dire, dans la formation que j'ai suivie à l'approche narrative, c'est une des phrases qui m'a percuté et qui s'est gravée avec une très belle plume à l'intérieur de mon cœur. Euh, Honorer les résistances, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la personne dit « j'ai peur de quelque chose, je pense que j'ai une croyance limitante, etc., on va tout de suite la regarder comme une bénédiction. Qu'est-ce que tu as peur à te dire? Et cette croyance limitante, en quoi elle est formidable? Parce que si effectivement j'ai peur de sauter du 10 mètres et que la personne me dit « oh, j'aimerais vraiment que tu m'aides à sauter du 10 mètres, j'en ai marre de cette peur et elle m'empêche d'avancer, c'est un véritable blocage, etc. » Je vais dire bah, « tu sais, c'est peut-être une bonne chose hein, que tu aies peur. Et d'abord, est-ce que tu sais plonger du 1 mètre, du 3 mètres et du 5 mètres? Et donc la peur, elle a quelque chose à me dire. Simplement, pour peu que cette personne, au niveau identitaire, dise « celui qui a peur, eh ben, c'est pas un homme », voilà, je pourrais le dire beaucoup plus crûment en disant celui qui a peur, il n'a pas de couilles. Hein. Oula, ben, je peux vous dire que là, il y a une sacrée croyance. Hein. Et du coup, en fait, je vais questionner finalement ce que la peur a apporté en lui disant, mais au fait, en quoi ça pose un problème d'avoir peur? En quoi ça pose un problème d'avoir peur? Et là, je vais faire émerger effectivement la croyance ou l'équivalence complexe de être un homme, c'est avoir du courage. Être un homme debout, c'est ne pas avoir peur. Et on va la faire immédiatement émerger, cette croyance qui est limitante et qui est dangereuse de surcroît. Et donc, vous voyez qu'ici, ce qui se passe, c'est que je vais honorer la résistance, c'est-à-dire la peur, avant d'aller dire, OK, on a un contrat, on fait sauter la peur. De la même manière, si quelqu'un dit, je suis très en colère parce que je suis en colère, ça, c'est une syntaxe très importante. C'est-à-dire, la personne se plaint d'avoir l'émotion de l'émotion.
Je suis joyeux d'être joyeux, ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai peur d'avoir peur, je suis triste d'être triste ou je suis en colère d'être en colère. Là, vous avez un schéma qui est extrêmement puissant de j'ai l'émotion de l'émotion. Là, vous pouvez être sûr qu'il y a un bon coinçage là. Et donc, je vais aller questionner. En fait, pourquoi tu as peur d'avoir peur? Et c'est un problème d'être en colère, d'être en colère? Je vais aller questionner ça. Et en fait, en questionnant ça, on va voir émerger des chaînes logiques de représentation de la personne et je vais regarder ce qu'on appelle le territoire de la croyance, c'est-à-dire ceci égale cela qui implique ceci, qui implique cela, qui est égal à ceci, etc. Et ce que je vais choisir de travailler, c'est le morceau qui va être le plus flexible. Et c'est comme ça que je vais choisir et commencer à détricoter la séquence logique de la représentation mentale de la personne. Une autre question? Parce que... Une autre question, que faire si le client n'a pas de référence positive? Ah, alors ça, c'est là, dans ces cas-là, vous êtes à peu près sûr qu'il y a un déficit de ressources. Ce n'est pas la personne qui a une croyance, c'est qu'elle a un déficit de ressources. Si tous les référents sont négatifs, même si la personne, elle essaye d'avoir de l'estime, eh bien, il y a quelque chose à reconstruire. Donc, il y a fort à parier que là, le travail du coach va se transformer en travail thérapeutique. Ça, c'est à peu près clair. Pourquoi? Parce que la personne est tellement pas structurée sur ses référents que vous allez devoir les construire. Et s'il n'y a pas de référent positif, eh ben, il va y avoir beaucoup de bleus ou beaucoup de blessures qui saignent peut-être encore. Et donc, c'est pour ça qu'on va tomber dans la thérapie, dans la logique de attention, c'est quoi les traumatismes qu'il y a derrière? Et à minima en coaching, on va faire remarquer que tous les référents sont négatifs. Alors, je vais vous donner un exemple personnel parce que sinon, c'est un peu compliqué. J'ai commencé mon travail thérapeutique en 1991. Je n'ai jamais arrêté depuis. Alors, à des intensités différentes, mais ça fait partie de l'exigence du métier. Et donc, mon thérapeute, qui était lacanien à l'époque, me dit, sans me dire, on va travailler sur vos référents. Et il me dit, qui sont vos référents? Alors, il se trouve que mon grand-père paternel était général, inspecteur des armées 4 étoiles. Et quand on ne mettait pas le couvert correctement, on se faisait sonner les cloches. Et donc, un de mes référents, c'était mon grand-père. Un autre référent, c'était mon papa, qui était un homme extrêmement fidèle et j'admirais beaucoup sa maîtrise de lui, etc. Un autre référent, c'était le fondateur de la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté du renouveau charismatique à laquelle j'ai appartenu pendant 3 ans. Donc, c'était un référent très important et j'en ai pris un quatrième, c'était Jésus. Voilà, j'avais donc 4 référents. Et donc, mon psy m'a dit, eh ben, purée, que des mecs et puis des sacrées carrures. Hein. Ça va, vous vous sentez bien? Et j'ai dit, je me sens écrasé. Il a dit, enfin, c'est plus moi qui ai fait le boulot après, c'est, et si je pouvais chercher des référents qui correspondent plus à mes besoins psychologiques? Et un des besoins psychologiques est important pour moi, j'en ai 2 principaux. Le premier, c'est d'être reconnu en tant que personne. Le deuxième, c'est d'être reconnu pour mon travail. Et donc, il m'a dit, est-ce que ces personnes-là vous reconnaissent en tant que personne et pour votre travail? Pratiquement aucune des 4. Donc, ces référents très puissants deviennent paradoxalement totalement anémiques pour moi. Si vous voulez, quand il s'agit de développer l'estime de soi et la confiance en soi, vous n'êtes pas bien gaulé, quoi. Et dans ces cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstruit d'autres référents. Des référents qui étaient doux, qui étaient gentils. Et donc, j'ai cherché des femmes. Et puis, c'était pas des rigolos. Quand vous lisez l'Évangile, on rit pas à toutes les pages. Je veux dire, les évangélistes, ils nous ont pas raconté les histoires drôles que se racontait Jésus, et à mon avis, ils devaient en raconter. Mais c'est pas rapporté dans les évangiles, donc pas d'histoire drôle. Et donc, j'étais très coincé. Mon grand-père, un jour, j'ai oublié de lui dire bonjour et je lui ai montré le dessin que j'avais fait. J'avais 8 ans.
Il m'a regardé sévèrement et mon cousin qui était de l'autre côté, enfin que je voyais derrière le dos de mon grand-père, me dit « Dis-lui bonjour, avant, dis-lui bonjour !» Et donc je lui ai dit « Ah oui, pardon, bonjour grand-papa. À votre avis, est-ce que j'avais envie de lui montrer mon dessin? Non. » Et donc, j'ai cherché des gens qui aimaient ce que je faisais. Et donc, tout d'un coup, j'ai cherché, effectivement, j'allais dire comme Jeff, des gens qui me disent « Eh ben, c'est super ce que tu fais. » Et je dois dire que j'ai pris l'habitude jusque récemment, c'est-à-dire depuis à peu près 7 ans, maintenant j'ai changé, mais jusqu'il y a 7 ans, je prenais toujours des référents qui me mettaient les points sur les i et les barres sur les t. Et j'avais pas l'orthographe naturelle. Autant vous dire que, et là j'ai compris aussi que ces gens-là, eh ben, ils n'étaient pas l'alpha et l'oméga de la vérité. Donc j'ai changé mes référents. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est que mes référents avaient des valeurs qui étaient écrasantes. Et donc j'ai réfléchi à mais quelles sont mes valeurs? Eh bien moi j'ai une valeur qui est très importante, c'est la gentillesse. Alors le problème, c'est que la gentillesse est souvent considérée comme une certaine forme de naïveté, voire de bêtise. Quand on dit quelqu'un, oh, ce garçon-là, il est gentil, je vous fais pas de dessin, quoi. Et donc, j'ai réfléchi à ce que voulait dire la gentillesse. Et puis, je me suis dit, j'ai compris que ce que tu veux que les autres te fassent, fais-le. Donc, j'ai commencé à m'entraîner sur faire du feedback positif systématiquement. Alors que moi, mon éducation, c'est on commence par mettre les barres sur les T et les points sur les I. Mais ça ne me rendait pas du tout heureux. Et donc, vous voyez, voilà comment j'ai travaillé le changement des référents et que j'ai développé la conscience de mes valeurs et que j'ai développé des comportements qui sont résolutoires. Eh bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, quand on me met les barres sur les T et les points sur les I, je suis comme Jeff, je dis « Oh merci, c'est chouette, je vais progresser ». Et je le fais façon un peu rebelle en disant « Oh la vache, celui-là, je ne l'avais pas vu » ou « Cette erreur-là, je ne l'avais pas vue ». Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La personne se trouve comme deux ronds de flanc si jamais elle voulait effectivement de façon sévère me mettre les points sur les i et les barres sur les t. Autrement dit, j'ai transformé ma perception du monde et j'ai décidé d'une réinterprétation et j'ai travaillé pour développer ce qui était bon pour moi. D'autres questions? En faisant ça, je vous fais l'apport derrière. Question sur les croyances limitantes qui seraient liées au trauma du passé. Ah, alors ça c'est vraiment super. Là, je vais être obligé de reculer un tout petit peu et de vous expliquer ce qu'on appelle la fonction utile d'une croyance. Parce que une croyance, ça a 5 fonctions utiles. La première fonction utile d'une croyance, c'est de délimiter notre terrain de foot, c'est-à-dire le terrain sur lequel on va jouer. Ça va donc dicter nos interdits, nos obligations et nos permissions. Et donc les limites. Je me fixe la limite. Par exemple, une limite très simple, c'est combien vous pouvez gagner ou combien vous avez envie de gagner. Donnez-moi un maximum. Et là, il y a des personnes qui vont dire 15 000 € et puis l'autre qui va dire « Oh non, malheureux, moi c'est 5 292 ». Donc là, il y a une petite technique pour vérifier les limites. On va faire de la kinesthésie avec un test avec le bras et du coup, on va voir si, quand on dit finalement gagner 15 000 €, c'est OK pour toi, et si le bras baisse, c'est pas OK. Et donc, on va dire ah oui, c'est plus, pardon, c'est 20 000. Et là, on teste et puis le bras tombe. Alors, on dit ah bah non, c'est peut-être 6 000. Et là, quand le bras résiste, on dit bon bah voilà quelle est la limite que tu te fixes. Et dans ces cas-là, on a potentiellement, si vous voulez, une jolie croyance. Qu'est-ce que ça voudrait dire de gagner plus que la limite que tu t'es fixée? Là, ça fait plusieurs séances parfois. C'est super intéressant. Donc, la première fonction de la croyance, c'est d'établir des limites. Les interdits, ah non, ça, on n'a pas le droit de le faire. Et aussi les permissions, voire les obligations. Autrement dit, ça établit la boisson YOP que vous buvez tous les jours. Les interdits, les obligations et les permissions. YOP. D'accord? Donc, voilà la première fonction d'une croyance limitante. La deuxième fonction d'une croyance limitante, c'est de donner sens à ce qui vous arrive. Je prends toujours le même exemple parce qu'il est assez simple à comprendre et je ne me gourre pas dans l'explication.
Si jamais vous vous faites mordre par un chien, ben vous allez éventuellement développer la croyance que les chiens sont méchants, et puisque les chiens sont méchants, c'est normal que je me sois fait mordre. Autrement dit, ça donne un sens à votre expérience. La deuxième fonction utile générique d'une croyance, c'est de donner du sens à ce que vous vivez. La troisième fonction utile d'une croyance, c'est d'incarner une valeur. Par exemple, en me comportant comme ceci, eh bien, je pense que je suis aimable. Et donc, l'amabilité pour moi, c'est une valeur. Et donc, je vais donner une équivalence concrète à cette valeur et je vais associer à cette équivalence concrète un lien d'équivalence complexe, c'est comme ça que ça s'appelle en PNL, avec la dite valeur. Donc, quand vous croyez quelque chose, ça vous permet d'incarner une valeur. Ça, c'est la troisième fonction utile. La quatrième fonction utile, c'est de prévenir la souffrance que vous avez expérimentée lors d'un traumatisme. Et vous voyez où je veux en venir en citant cette quatrième fonction utile. C'est-à-dire que si effectivement je crois que les chiens sont méchants et agressifs, pourquoi je le crois? Parce que j'ai eu une expérience de me faire mordre. Et donc, qu'est-ce que je décide de faire en croyant que les chiens sont agressifs? Eh bien, me mettre à distance. Parce que si je me mets à distance, je ne me fais pas à nouveau mordre. Donc, je préviens ainsi la souffrance que j'ai expérimentée. Donc, la quatrième fonction utile d'une croyance limitante, c'est de vous préserver de la souffrance qui est occasionnée par un traumatisme. C'est énorme, cette fonction utile. Et puis, la cinquième fonction utile, c'est de maintenir la cohérence de votre identité. C'est-à-dire, en croyant ce que je crois, je suis sûr que je peux dire « je suis Jérôme, coach professionnel, superviseur, auteur, conférencier, webinaire, maker, irrésistible, enfin tout ce que vous voulez ». Et nous avons plein de croyances sur nous-mêmes. Et donc, quand vous allez éventuellement découvrir que ces croyances qui vous définissent sont fausses ou sont tout d'un coup très sclérosantes, eh ben, ça va faire mal. Donc, ça veut dire que on ne peut pas travailler n'importe quelle croyance. Et le deuxième point que je voudrais éclairer par rapport à ces 5 fonctions utiles de la croyance, c'est est-ce que c'est une croyance qui est très structurante ou une croyance qui n'est pas très structurante? Plus ça approche l'identité, plus la croyance est structurante. Plus elle est structurante, plus il faut mettre des protections pour la traiter si elle est limitante. Si par exemple, ma croyance, c'est de toute façon, je suis nul et j'arriverai jamais à rien. Et notamment, j'arriverai pas à gagner suffisamment d'argent pour me payer un loyer et avoir une maison, c'est-à-dire un toit pour me protéger. Cette croyance, elle est très structurante et elle est très pathogène. Pourquoi? Parce que la croyance touche dans la pyramide des besoins de Maslow un besoin qui est très bas, c'est-à-dire le besoin de sécurité. Et dans ces cas-là, il va falloir faire du boulot parce que c'est potentiellement une croyance très structurante et qui touche un besoin bas dans la pyramide de Maslow. Donc, elle est potentiellement pathogène, donc il faut la traiter même si on n'a pas un objectif. Donc là, vous voyez que vous avez du boulot. Alors maintenant, comment est-ce que, je vais répondre à la question, comment est-ce qu'on traite une croyance qui est occasionnée par un traumatisme? Je vous rappelle que la croyance, elle a pour fonction de donner du sens. Et donc, on va établir, j'allais dire, des échafaudages pour éventuellement faire un certain nombre de recadrages. Et on va faire 3 types de recadrage. Le premier, c'est un recadrage de perception. C'est-à-dire, effectivement, tu as développé cette croyance-là, mais sur la base d'un certain nombre d'éléments que tu as sélectionnés dans l'environnement. Donc, tu perçois et tu sélectionnes. Et donc, si par exemple, la personne n'a que ressenti, eh ben, elle est très biaisée. Tu peux aussi voir et entendre. Qu'est-ce qui t'a été dit? Et la personne m'a dit, tu fais bien comme tu veux. Et là, elle dit, mais j'ai ressenti un abandon, ça a été horrible. Je dis, mais écoute ce qui t'a été dit. Tu peux bien faire ce que tu veux. Là, je pourrais poser les questions aux différentes personnes qui sont ici. On voit bien qu'il y a quand même une association émotionnelle qui n'est pas directement liée à la phrase, qui est liée à un vécu.
Donc, on va aller regarder ce vécu, etc. Et éventuellement l'apaiser. Donc, recadrage de perception, c'est « et si tu changeais de prédicat pour regarder le réel ?» Deuxième recadrage, c'est un recadrage dit de contexte. Mais là, c'est arrivé à tel moment, mais ça n'est plus ici et maintenant. On est dans un autre contexte, non? Est-ce que c'est toujours utile de croire ça? Donc, recadrage de contexte. Ensuite, on fera un troisième recadrage qui est un recadrage de sens, qui est le plus puissant. Je vous les ai donnés du moins puissant au plus puissant. Perception, contexte, comportement et de sens. Et donc, on va faire un recadrage de sens en disant, mais le sens que tu associes à ça, est-ce qu'il est envisageable de le changer? Mais si vous faites ça, vous travaillez sur la croyance, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas traité le traumatisme et mis les cataplasmes qui vont bien, c'est-à-dire permis à la personne d'exprimer ce qu'elle a ressenti et de perlaborer ses émotions, il sera extrêmement dommageable de changer la croyance. Et donc, c'est très important de bien voir que quand on traite une croyance limitante, il y a toujours un domaine qui est purement cognitif, qu'on peut assez facilement traiter, mais est-ce que c'est OK de traiter ça? La réponse est clairement non s'il y a un traumatisme. Et donc, il y a toujours deux dimensions et qui devient, j'allais dire dans le protocole, une vérification. Est-ce qu'à l'origine de la création de cette croyance limitante, il n'y a pas un traumatisme? Et donc, je vais répondre à une question qui est immédiatement après, c'est qu'est-ce qu'on va effectivement définir comme un événement traumatique qui est à l'origine de la mise en place d'une croyance limitante, voire pathogène. Et donc, la question, elle est simple, la réponse est relativement simple, mais il y a besoin d'être assez structuré pour y répondre. Une croyance limitante se met en place généralement parce qu'il y a eu un traumatisme qui n'était pas prévu, c'est-à-dire quelque chose qui, la personne est complètement surprise, quoi. Elle s'y attendait pas. C'est un événement inédit d'une puissance importante. C'est le deuxième critère. C'est inédit, c'est puissant. Le troisième critère, c'est que ça touche son intégrité, c'est-à-dire son identité, préférablement. Quand je dis préférablement, c'est de façon majoritaire. C'est-à-dire que si elle vit un traumatisme qui est surprenant, qui est intense et qui touche son identité, là, vous avez trois caractéristiques qui cognent dur. Quatrième caractéristique, qui a été vécue seule. C'est-à-dire la personne s'est retrouvée toute seule en face de cet événement. Cinquième caractéristique, qui n'a pas pu être métacommuniquée. C'est-à-dire elle n'a pas pu en reparler. Et donc, du coup, vous, votre posture dans votre position de coach, c'est-à-dire la posture intérieure que vous allez avoir, et la démarche va viser à ce que cette personne puisse métacommuniquer ce dont elle se souvient de cet événement traumatique. On va aller vérifier qu'elle l'a vécu tout seul. On va aller vérifier en quoi elle a atteint son intégrité. Or, quand il y a un traumatisme, et c'est l'élément émotionnel, ça se fixe dans le corps. Et dans ces cas-là, il va falloir généralement faire un travail sur le corps, chose que nous n'avons pas le droit déontologiquement de faire en coaching. Et donc, il va falloir mettre en place des protocoles qui vont permettre de décongestionner le corps. Et là, moi, ce que j'utilise, c'est de l'EFT, Emotional Freedom Techniques, autrement dit, les techniques de libération émotionnelle, en faisant travailler la personne sur 5 caractéristiques. Dans cet événement traumatique, quand on l'évoque, est-ce que tu as des images? Si elle a des images, il faut voir que l'image, elle est très pénible. Donc, par la technique, on va la mettre à distance, cette image. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu as senti? Donc, c'est de l'ordre de la sensation. Troisième point, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est de l'ordre de l'émotion. Pour information, une émotion désagréable, quand on lui donne un nom, elle perd en intensité. C'est-à-dire ça c'est la grâce particulière de nommer. En nommant, on diminue l'intensité. Quatrième question, quelle est la cognition négative que tu as eue? C'est-à-dire, au moment du traumatisme, qu'est-ce que tu t'es dit sur toi? Et si c'est négatif, ça, vous pouvez être sûr qu'une image désagréable, une sensation désagréable, une émotion désagréable, une cognition désagréable, eh bien, le cinquième point, c'est ça fait mal à combien sur une échelle de 0 à 10?
Si ça fait mal au-dessus de 6, alors il faut avoir un traitement thérapeutique corporel. C'est très simple. Et là, pourquoi je vous donne cette grille-là, hein, qui est très très puissante, c'est que du coup, ça nous donne un aperçu de ce qu'on va pouvoir faire avec cette personne. Et s'il faut d'une part changer le contrat si vous êtes thérapeute, en disant là, il faut faire de la thérapie, ou si vous ne l'êtes pas, ou si vous êtes embauché par une entreprise, même si vous savez faire, vous n'avez pas de mandat pour le faire, donc vous ne pouvez pas le faire, c'est renvoyer la personne à un lieu thérapeutique. Et de préférence corporelle, de telle sorte qu'on puisse déprogrammer cellulairement, si vous voulez, le phénomène. Alors, la caractéristique du travail de l'EFT, c'est que c'est une démarche associative. C'est-à-dire ce que l'on fait, c'est que l'on crée un lien très étroit entre ce que la personne a vécu et l'ici et maintenant. Et donc, il y a un phénomène qu'on appelle d'abréaction, c'est-à-dire que la personne va revivre le traumatisme et du coup, par un processus de tapping, on va diminuer, si vous voulez, en tapant sur les méridiens, on va diminuer effectivement l'intensité. Et donc, il y a une déprogrammation. Mais il y a des gens, c'est tellement puissant qu'il est préférable d'utiliser des méthodes thérapeutiques qui sont dissociatives. Qui ne sont pas associatives, mais qui dissocient. Typiquement, l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne est un processus thérapeutique non associatif. Alors moi, j'ai une préférence, parce que c'est comme ça que j'ai travaillé, j'ai une préférence pour l'EFT. Je me suis formé à l'hypnose ericksonienne et ça ne me convient pas. Vraiment, ça ne me convient pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, c'est juste j'ai de la préférence pour travailler en associatif. Mais du coup, si j'ai des clients ou des patients qui sont trop impactés par une souffrance, je les envoie ailleurs en disant là, voilà, je vais m'arrêter ici parce que ce n'est pas mon cœur de métier et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et maintenant, je réponds à la question en une phrase. Oui, lorsqu'il y a un traumatisme qui a généré la mise en place d'une croyance limitante, alors il faut traiter le trauma, soit simplement en le métacommuniquant, mais s'il y a plus fort, il faut rentrer dans un processus thérapeutique et puis ensuite cognitif. Et si vous ne résolvez pas le conflit intrapsychique de la croyance, parce que la croyance, elle établit d'une certaine manière un cataplasme ou une protection pour que le conflit intrapsychique ne soit pas présent. Si vous n'avez pas résolu le conflit intrapsychique en avance de phase, il ne faut surtout pas retirer la croyance. Ça, c'est vraiment important. Une autre question? Du coup, tu as répondu, je pense, à une double question qui était il ne faut pas supprimer une croyance limitante si on n'a pas pacifié la blessure. Absolument. Une autre question qui était si l'émotion générée par l'expérience négative est accueillie et explicitée, est-ce qu'il est possible de s'affranchir de cette croyance limitante? Redis-moi, parce que je lisais en même temps une remarque qui était très pertinente. Redis-moi. Donc, si l'émotion générée par l'expérience négative est accueillie et explicitée, est-ce qu'il est possible de s'affranchir de cette croyance limitante? Oui, oui, oui. Tout va dépendre de l'intensité. Hein, et vous avez plusieurs protocoles. Moi, je vous présente les protocoles que je connais. Je connais l'EFT, je connais tous les travaux que j'ai faits sur les croyances limitantes, je connais l'hypnose ericksonienne. Il y a bien d'autres choses au plan thérapeutique. Moi, je ne connais pas tout, hein, loin s'en faut. Je commence à en connaître pas mal parce que ça fait 20 ans que je travaille sur la question. Mais voilà, il y en a qui travaillent avec Tipeee, etc. Oui, si effectivement on sent qu'il y a un apaisement suffisant par rapport au traumatisme, alors oui, on peut lever la croyance limitante. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, elle se lève d'elle-même. C'est-à-dire, tout d'un coup, la personne retrouve ses esprits en disant, mais comment j'ai pu croire un truc pareil? Et là, dans ces cas-là, il y a un grand rôle du coach ou du thérapeute, c'est de cristalliser en disant, bah, tu vois, la fonction utile de la croyance, c'est quand même de t'avoir protégé. Donc, comme de cette souffrance, comme tu n'as plus la souffrance de façon aussi forte, il est normal que, j'allais dire, la croyance d'elle-même se dessert. Nous sommes un. Et donc, c'est assez marrant. Et donc, on fait surtout un travail de cristallisation ici. Et paf, la croyance, elle se lève. Du coup, d'autres personnes proposaient les constellations, le Oui, MDR, la mais c'est méthode. sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses. Parce que là, il est déjà presque 8h30. Donc, je voudrais juste vous donner quelques pistes complémentaires
Si vous voulez travailler les croyances limitantes, c'est pas d'abord ce par quoi on commence. On commence d'abord par qualifier l'objectif qui serait impossible à atteindre en vertu de blocages ou de croyances qui seraient limitantes. Donc, et je le dis dans mes bouquins, pas de travail sur les croyances tant qu'on n'a pas éclairé l'objectif. Et le simple fait de créer une clarification de l'objectif et par exemple de travailler avec la grille de Fradin, hein, qui est très puissante, eh bien vous allez dégommer plein de croyances limitantes. Vous retrouverez la grille de Fradin dans le détail, dans les, comment dirais-je, dans les annexes du volume 3, tome 1 et voilà, volume 3, tome 1 et volume 3, tome 2, hein, c'est-à-dire les verts, mes bouquins verts. Et donc là, la grille de Fradin va considérablement aider effectivement à la clarification de l'objectif et à voir les enjeux, comment la personne se sabote, et vous n'avez pas besoin d'identifier plus que ça les croyances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui va être très important, c'est d'identifier la croyance en recherchant sa syntaxe. C'est ce qu'on avait vu avec Jeff tout à l'heure. On a une syntaxe d'égalité qui est éventuellement un peu limitante. Bon, elle était aussi assez ouvrante par certains côtés, mais du coup, quand on identifie une syntaxe, là, on peut se dire, OK, il y a potentiellement des choses qui déconnent, quoi. Ensuite, le troisième point, c'est de bien comprendre, une fois qu'on a la syntaxe, c'est de bien voir quelle est l'étendue de la croyance. Ceci égale cela qui implique ceci, qui implique, etc. C'est-à-dire le territoire. Une fois que vous avez bien identifié le territoire, la partie sur laquelle vous allez travailler, c'est celle qui est la plus souple. Donc, vous testez. Si quelqu'un vous dit vivre, c'est s'engager. OK. En fait, vivre, c'est donner du sens à sa vie. Et pour donner du sens à sa vie, il faut s'engager. Donc, vous voyez que là, il y a 3 parties. Eh bien, si vous dites vivre, c'est donner du sens à sa vie et que vous voyez que c'est complètement coincé, vous n'essayez pas d'enlever ça. Parce qu'on peut vivre sans donner du sens à sa vie. Hein. Ça existe. Donc là, il y a bien une structure formelle de croyance. Le deuxième point, c'est donner du sens à sa vie, c'est s'engager. Et si effectivement la personne elle est bloquée là-dessus ou au contraire qu'elle est souple, eh ben c'est là-dessus que vous allez travailler. Donc vous allez prendre le morceau qui est le plus souple pour travailler. D'accord ? Ensuite, le point suivant, c'est de bien penser ou de réfléchir aux 5 fonctions utiles de la croyance. D'une certaine manière, vous pouvez dire à l'autre, mais ça te sert à quoi de croire ça? Ou ça te sert à quoi de penser ceci implique cela? Ne dites pas croire parce que le mot croire est trop chargé émotionnellement et vous risquez des blocages. Et donc, à partir du moment où effectivement vous commencez à dire, mais ça te sert à quoi de penser ça? La personne va vous donner une fonction utile. Mais avant même qu'elle ait trouvé, elle, sa fonction utile, vous savez qu'il y en a au moins 5. Donc, vous venez pas les mains vides, quoi. Hein. Et donc, si la personne dit « je sais pas », eh ben, questionnez. Est-ce que ça définit tes limites? Est-ce que c'est une incarnation de ta valeur? Etc. Ensuite, un autre point qu'on peut travailler, c'est qu'une fois qu'on a identifié les fonctions utiles, il faut bien comprendre la chaîne qu'il y a dans la tête. C'est que derrière une croyance, il y a une valeur. Je vous rappelle que la fonction utile d'une croyance, c'est d'incarner une valeur. Or, derrière une valeur, il y a un besoin. Et donc, il y a une chaîne besoin s'incarne en valeur, en équivalence concrète, qui s'incarne en croyance, qui s'incarne éventuellement en injonction, c'est-à-dire en ordre, en message contraignant et autres trucs comme ça, qui amène la personne à mettre en œuvre des solutions pour résoudre son problème qui ne sont pas efficaces. Et donc ici, travailler les croyances, c'est bien identifier la chaîne besoin, valeur, croyance, injonction, solution, mise en œuvre, c'est-à-dire tentative de solution. Et donc vous pouvez décider de travailler au niveau des croyances, mais vous pouvez aussi décider de travailler au niveau des valeurs et au niveau des besoins, puis au niveau des injonctions, et puis au niveau des tentatives de solution. Donc vous avez ici 5 axes pour travailler. Ne vous contentez pas de travailler simplement sur la croyance, qui est un point d'une chaîne de 5 points. Et donc, vous allez voir que à mesure que tout ça va s'éclairer, la souplesse autour des croyances va advenir. Et la personne, très souvent, elle cristallise en une fraction de seconde. Mais c'est débile de penser ça. Et pof, vous avez fait le travail des croyances sans jamais les nommer telles.
Et c'est la démarche que j'ai eue vis-à-vis de Jeff. Et chaque fois qu'il me disait j'ai un blocage ou j'ai une croyance, je disais oups, 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 oups. Attention, non, on va dire les choses différemment. D'accord? Ensuite, ce qu'on peut travailler, c'est spécifiquement sur les valeurs, c'est que comme les croyances sont des moyens de mettre en œuvre des valeurs, en fait, les valeurs sont hiérarchisées chez une personne. Et donc, on peut faire un travail de rehiérarchisation des valeurs. C'est-à-dire qu'à 20 ans, la valeur santé, elle n'est pas vraiment là. Pourquoi? Elle est là, mais la santé, on l'a à 20 ans, sauf cas exceptionnel. Mais quand tout d'un coup, vous avez 56 balais comme moi, oh là, tout d'un coup, la santé, c'est beaucoup plus critique. Et du coup, alors que je voulais donner du sens à ma vie comme valeur, et qu'avant je disais être en santé, maintenant je dis être en santé et donner du sens à ma vie, c'est deuxième. Et donc la simple réorganisation des valeurs après un travail d'émergence des valeurs va liquider ou nettoyer la perception des croyances. Ça, c'est un moyen de travailler. Et tout ça, c'est du coaching, vous voyez. Et on était parti là, avec la question du traumatisme, vers la thérapie. Et donc, il y a beaucoup de manières de travailler les croyances sans y toucher. C'est ça qui est assez génial. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses. Je n'ai pas parlé de ce qu'on appelle The Work, ou le travail de Byron Katie Mitchell, qui est absolument extraordinaire. Elle dit, j'ai mis au point une manière de questionner nos pensées. Je vous le donne rapidement et je m'arrêterai là. Première question, est-ce que cette pensée-là, est-ce que c'est vrai? Et je vais vous donner tout de suite un exemple. Ma femme ne me reconnaît pas ou mon mari ne me reconnaît pas. Première question, est-ce que c'est vrai? Oh bah oui, c'est vrai, parce que la dernière fois, j'avais fait un super plat et elle m'a rien dit. Deuxième question du protocole. Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous voyez, c'est un protocole compliqué, hein? Est-ce que c'est vrai? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est vraiment vrai? D'accord. Et la personne dit, mais oui, c'est vraiment vrai, etc. Troisième question. Comment tu te sens quand tu penses que tu penses? C'est-à-dire quand tu penses que ta femme ou que ton mari ne te reconnaît pas. Comment tu te sens? Je me sens merdeux. Ah. Et là, tout d'un coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger. Quatrième question. Et qui serais-tu si tu n'avais pas cette pensée? Ah, je serais un homme libre. Youhou! Donc ça, c'est la première partie du protocole. Je peux vous dire qu'avec ces 4 questions, qui sont très simples, vous faites du kilomètre. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui est une phase très puissante aussi, qui s'appelle la phase des retournements. Et vous avez 3 retournements. Le premier retournement, c'est un retournement vers soi. Ça n'est pas tant ma femme qui ne me reconnaît pas que moi qui ne me reconnais pas. Vous dites ça, et puis vous faites élaborer la personne. En quoi c'est toi qui ne te reconnais pas? Donc accuse pas ta femme ou ton mari. Je peux vous dire, là encore, formidable, formidable. Deuxième retournement. En fait, ça n'est pas mon mari qui ne me reconnaît pas, c'est moi qui ne reconnais pas mon mari. C'est ce qu'on appelle le retournement vers l'autre. Oula, je peux vous dire que là, une nouvelle séance. Là, à chaque fois, c'est une demi-heure. C'est-à-dire la personne, elle déballe tout ce qu'il y a dans sa tête. C'est très, très puissant. Troisième retournement, c'est ce qu'on appelle le retournement à l'opposé. En fait, mon mari me reconnaît ou ma femme me reconnaît. Et on fait parler la personne. Je peux vous dire que là, on n'a pas du tout touché la croyance avec sa syntaxe, etc. Mais elle fait des séminaires, Byron Katie Mitchell, là-dessus. Et les gens, ils sont complètement retournés. Alors, si vous voulez avoir le détail des protocoles, les grilles et tout ça, vous allez lire le chapitre 7.3 de mon gros bouquin vert, c'est-à-dire le tome 2 du volume 3, c'est-à-dire le vert, celui qui fait, 650 pages. C'est 5 comment traiter les croyances, 5 démarches de coaching, 5 démarches de thérapie. Et là, c'est la troisième démarche que j'explicite, qui est une démarche de coaching. C'est un bijou, ce protocole. C'est un bijou. Je ne peux pas dire autre chose, c'est un bijou. Voilà, avec ça, on peut faire des choses. Voilà.
Et donc, vous pouvez lire tous les bouquins de Cathy Mitchell, mais vous me connaissez maintenant, j'ai fait un Reader Digest, vous avez à peu près l'alpha et l'oméga avec mes bouquins. Vous n'aurez pas tout le détail, mais vous avez globalement des choses. Moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous voulez une cohérence, lisez mes bouquins. Vous allez mettre en cohérence l'hypnose ericksonienne, la bioénergie, la PNL, l'analyse transactionnelle, etc. Puis après, vous allez chercher dans chaque bouquin. Alors, vous savez que globalement, je fais des ateliers sur chacun des webinaires et des conférences. Parce que ce qu'il y a d'assez formidable, c'est que quand vous allez habiter pendant un certain nombre de mois, voire plusieurs années dans un pays étranger, au bout d'un moment, vous comprenez la télé et vous comprenez la radio. Et puis, vous vous dites, ça y est, je parle couramment. Et puis, tout d'un coup, vous prenez le téléphone et il faut que ce soit vous qui parliez. Et là, c'est la différence entre le langage passif et le langage actif. C'est-à-dire, j'essaye de rendre mes explications aussi claires que possible et donc vous comprenez tout et donc vous avez un langage passif. Mais passer au langage actif, c'est-à-dire, OK, j'ai quelqu'un qui est en face de moi et je dois l'accompagner, exige une courbe d'apprentissage. En d'autres termes, le fantasme, ce serait que le langage passif soit égal au langage actif. Ça n'est pas vrai. Donc, je suis désolé, c'est une croyance de croire ça. Ça nous met de bonne humeur, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc, ce que je vous propose, c'est des ateliers qui font 2 jours, 3 jours, 4 jours, 12 jours, 30 jours, 50 jours. Voilà. Et donc, sachez que l'atelier sur les croyances, je le fais à Paris le 5, le 6 et le 7 octobre, et à Lyon le 19 et le 20 et le 21 octobre. C'est-à-dire, voilà, alors c'est sur le site, etc., c'est sur le calendrier, mais si vous voulez suivre cet atelier de 3 jours, on ne travaille que là-dessus. Donc, je fais un peu de thérapie, puis je fais de la pratique, quoi. Par exemple, je vous fais travailler sur vous-même avec Byron, Cathy Mitchell, mais je vous fais aussi faire des séances de coaching, d'accompagnement sur, OK, chez ton client, ce que je te demande d'identifier, c'est la syntaxe de ses croyances, c'est les fonctions utiles, c'est y a-t-il des croyances, etc. Donc, on travaille par petits morceaux, si vous voulez. Hein, on mange l'éléphant par petits morceaux, pas tout. Là, je vous ai balancé une quantité d'informations parce que j'en ai quand même écrit 900 pages sur les croyances. Donc, j'ai fait un Reader Digest d'1h30. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà. Pour rappel aussi, les relations toxiques, le 27 et le 28 juin et le 10 et le 11 octobre. Voilà. Et puis, je ferai sans doute un webinaire sur la prise de décision existentielle ou l'accompagnement existentiel, qui est différent de la thérapie, qui est différent du coaching, ou plutôt c'est du coaching, mais on pourrait parler du coaching professionnel, enfin du coaching pour aider les personnes à travailler professionnellement, mais il peut y avoir aussi du coaching existentiel, qui est une particularité du coaching. Je pourrais aussi faire un webinaire là-dessus. Et donc, j'ai créé aussi un séminaire de 3 jours sur accompagner les prises de décision existentielles. Donc ça, c'est 28, 29, 30 septembre et 26, 27, 28 octobre. Voilà. Et puis, il y a aussi la réalité le séminaire de 4 jours sur l'identité spirituelle qui est en décembre. Voilà, ce sont les annonces. Cécile vous donnera dans les mails ces différentes annonces. Voilà. Véronique me pose la question, est-ce que je fais toujours de la supervision? La réponse c'est oui, je fais de la supervision en présentiel à Paris, à Aix-les-Bains, à Lyon, à Bruxelles. À Marseille, c'est ma collègue Caroline Couturier que j'ai formée pour faire de la supervision à ma manière, donc c'est aussi à Marseille. Et puis tous les mois, je fais aussi une supervision Zoom. Demain, je vais passer ma journée en Zoom en supervision. Si vous voulez venir, vous mettez un mail, je vous envoie le lien Zoom, etc. J'en fais une aussi le 9 juin et le 26 juin. Donc, il y a 2 journées Zoom. Et puis en présentiel à Paris, le 1er juillet, et puis après tous les mois. Enfin, voilà. Vous trouverez tout ça aussi sur le menu supervision qui, lui, est à jour. Un grand merci d'être venu. Juste un point, c'est le dernier webinaire qui sera gratuit. Le prochain webinaire portera éventuellement je referai un webinaire sur les croyances limitantes avec un Reader Digest. Et là, on ne fera que des protocoles.
là, je vous expliquerai tous les protocoles par le menu. Ce sera payant. Un autre séminaire, un autre webinaire, ce sera sur la différenciation des postures entre consultant, coach, thérapeute et accompagnant spirituel et les identités cibles ou les anthropologies qu'il y a derrière. Parce que les postures ne sont pas les mêmes et les positions qu'on occupe ne sont pas les mêmes et le travail qu'on fait n'est pas le même parce que l'anthropologie n'est pas la même. C'est-à-dire la représentation de l'homme n'est pas la même. Donc, vous pouvez connaître des protocoles dans les 4 champs, des protocoles de consulting, des protocoles de coaching, des protocoles de thérapie, des protocoles d'accompagnement spirituel. Mais en fait, ce qui change fondamentalement, c'est la représentation que vous faites de l'homme ou de l'identité cible à atteindre. Donc, je ferai un webinaire là-dessus. Voilà. Un grand merci à vous. C'était le 5e webinaire. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Et puis, à très vite par mail, sur LinkedIn, sur Facebook, sur tout ça, etc., etc. Et merci encore.